Donc les lois de construction et de destruction pendant Shabbat. On avait expliqué donc le Yesod. On avait fait la distinction donc entre le fait de construire. Construire, c'est un des 39 ménachas qu'on avait eu donc. C'est le fait d'imbriquer et le fait de poser dans les socles, de déposer les piliers. D'accord? Au Beth Amikdash, donc le Mishkan, le tabernacle portatif, eh bien on passait d'une tachana à l'autre, d'une pose à l'autre, d'un endroit à un autre, et on prenait, donc on devait construire et détruire entre guillemets le Beth Amikdash, donc il était portatif. Donc à chaque fois on venait et on faisait de nouvelles installations. Donc le fait d'insérer le pilier dans le socle, là on représente l'interdiction de la Torah. Une fois de plus, il s'agit là-bas de quelque chose de durable. On avait dit que quand on veut faire des comment dire, des jouets au Lego pendant Shabbat, on a le droit ou pas? Oui. Pourquoi on a le droit? Ah, ça dépend lesquels, ceux qui sont bien, non, la tête, ouais. La tête, on n'a pas le droit, mais bon. Ouais, la tête, en général, on n'enlevait pas tous les jours. À moins qu'on faisait les Indiens, qu'on voulait le scalper, mais en général, on le laisse à l'intérieur. Ce qu'on fait, c'est on construit on fait une construction, on fait des sortes comme ça de bâtisses. Et de cette manière, comme c'est fait pour être construit et détruit, donc on avait l'habitude, bien tout simplement, de permettre, parce qu'il n'y a pas de problème de construire et de détruire pendant Shabbat. On avait dit aussi que l'implication, elle s'appliquait d'Afka sur tout ce qui est cachour au sol, tout ce qui est attaché au sol va avoir le même statut que le sol. Et donc à partir du moment où je vais fixer quelque chose au sol, ou à tout ce qui s'y rattache, c'est-à-dire quand je vais fixer par exemple, je vais mettre une punaise dans un mur. Je fais quoi comme interdiction en bouteille? C'est quoi l'interdiction de mettre une punaise? On n'a pas de ça, n'est-ce pas? On était dans ça ou pas? Oui. On est d'accord? Oui, on était dans ça. Alors quand je mets une punaise dans un mur, on est arrivé à ça ou pas? Non. Odélia, on a le droit de mettre une punaise dans un mur? Pourquoi pas? Eh bien punaise alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est quoi le problème avec une punaise? C'est fait pour être mis et remis, non? Bonnet. Attendez, de faire ça pendant le Shabbat là, avec ça, vous voyez ce truc là? Ça, on a ça, le plastique, ça colle pas post-it, ça marche? C'est ce que je viens de faire. On va faire pendant le Shabbat. Coller, alors coller à vos tailles et bonnet, ça va ensemble. Quand tu mets de la colle et que tu vas fixer quelque chose, c'est aussi l'interdiction de Horaïta de construire pendant le Shabbat. Ça fait partie aussi de bonnet. Le fait de coller quelque chose avec de la colle ou d'insérer un morceau de bois à l'intérieur, c'est-à-dire d'imbriquer des choses comme ça qui sont durables, ça représente aussi l'interdiction de Horaïta de bonnet, de construire. On est d'accord? Donc quand tu fais ça avec le post-it, c'est bon, c'est pas bon pendant le Shabbat? C'est bon? Pourquoi c'est très bon? C'est fait pour être collé, décollé. C'est fait pour être décollé, donc c'est très bon. Mais non, c'est interdit parce qu'on le pose quand même pour une durée. Pour une durée indéterminée. Pas indéterminée, mais on peut laisser là. Ouais, surtout quand on a un livre qui n'est pas très intéressant, on peut le lire, on met le truc dedans, on laisse dedans, on l'oublie 3 ans après, on dit ouais, j'étais là, j'avais oublié. Bon, on ne va pas le changer tous les jours, si c'est un livre qu'on est en train de lire. On a le droit de plier, de faire une pliure. Bien oui, tout simplement. Hein. Simplement, mais si vous dites que ça c'est permis, alors pourquoi une punaise ce serait interdit? Une punaise en général tu ne laisses pas indéterminé. Si tu aurais voulu laisser longtemps, tu aurais mis des clous, tu aurais pris un marteau. Une punaise en général c'est fait pour être retiré, non? Ou bien non? On avait dit que c'était interdit la punaise. Ah, pourquoi? La question c'est pourquoi? Pourquoi? Et les 3 c'est interdit. C'est fixé au mur et alors? Et alors c'est comme tout ce qui est rattaché au sol que c'est considéré comme si c'était... On a dit, Kol ha-mechobar la karka, il a fait, bravo. Kol ha-mechobar la karka, rabotai ke karka dami. Tout ce qui est fixé au mur, indigne, ou fixé au sol, mais je répète que le mur est aussi considéré comme étant fixé au sol. Et donc, quand tu vas rajouter quelque chose, tosefet bnia, tu viens rajouter quelque chose à une construction, alors à ce moment-là, ça devient des oraïta. Même si tu vas dire, non, mais la punaise c'est fait pour être enlevée, sinon j'aurais mis des clous. Non, parce que tu viens léosif à la binyan. Tu viens fixer quelque chose, tu viens rajouter quelque chose à un mur qui est donc considéré comme étant quelque chose de fixe. C'est permis. Alors voilà, donc quand il s'agit d'un mur, alors c'est interdit. Mais même une punaise, même si tu le mets que pour 24 heures, tu veux mettre par exemple l'affiche des cours qu'il va y avoir ce Shabbat. D'accord? Donc tu viens le mettre, tu vas le retirer au Shabbat, même pas pour 24 heures. On a vu dans les lois de fixer un nœud, qui est interdiction aussi de Raïta.
on va fixer la rigidité et la durée d'un nœud en fonction de 24 heures ou pas 24 heures. 24 heures, ça revient dans plusieurs notions dans la Khatia. Donc là, tu vas me dire, si je mets la punaise et que c'est pour moins de 24 heures, a priori, il n'y a pas de problème. On te dit non. Pourquoi? Parce que là, c'est une tosefet bnia. Tu viens fixer quelque chose. Revenons à notre post-it. Le post-it, alors c'est vrai que si tu l'enlèves pas, il ne va jamais partir. C'est pas quelque chose qui va se enlever tout seul. Des fois, tu prends, vous savez, on prend le pain, on ne le jette pas. Le pain, en général, il faut le mettre dans un sac avant de le jeter. Pour Omshum Kavod. On n'a pas besoin de le voir, l'embrasser. Vous voyez ça dans les gens, dans la rue, vous voyez un morceau de pain, ils l'embrassent. C'est des bêtises. Et en plus, ça se trouve, il y a plein de Haïdakim, sauf que c'est un clochard, il a eu, je sais pas, tu peux pas le mettre dans ta bouche, enfin, l'embrasser non plus. Alors, embrasser, il n'y a pas besoin de Kavod. Il y a une différence entre les Chabed, quelque chose, et les Alzel. C'est deux dimensions qui sont distinctes. Les Chabed, c'est que tu viens, tu fais une marque de respect supplémentaire, supérieure. Tu viens faire quelque chose en plus pour montrer que tu respectes la chose. Ça, c'est vrai pour tout ce qui est Tashmiché Goucha. Donc des tefilines, une mezouza qui est tombée de la porte, un livre qui est de Kodesh, tout ça. Eh bien, il y a une mitzvah, ça s'appelle Tashmish Kedusha. Donc une utilisation sainte, donc tu dois effectivement lui montrer une marque d'honneur supplémentaire. Par exemple, tu as un livre et tu as un chumash. Et le chumash il est en tout, qu'est-ce que tu dois faire? On va le mettre au-dessus. Si tu as des télim et un chumash, tu mets le chumash. Si tu as un sidour et un télim, sidour il est au-dessus, pourquoi? Il y a le schéma dedans. Il y a le schéma, et alors? Non, c'est la même chose. Mais oui, mais c'est un passage de la Torah, c'est pas toute la Torah. Un sidour et un chumash. Un sidour et un chumash. Un sidour, un chumash, c'est un chumash. Et un sidour et un télim. C'est la même chose. Non, alors télim, ça fait partie du Tanakh. Tanakh, c'est la Torah. Donc effectivement, ça a la primauté, ça a la priorité. Ensuite, les Nevim et les Ktuvim. Les Ktuvim, c'est donc le télim, ça fait partie des Ktuvim, des hagiographes, et donc tu dois lui donner plus de respect. Un sidour, alors c'est vrai qu'il y a un sidour. Vous avez dit un Kriyat Shema, je pensais que vous allez dire qu'il y a la Torah à la fin. Ben, vous ne l'ouvrez pas souvent, parce qu'une fille elle va pas sur la synagogue. Mais... avec télim à l'intérieur. Voilà, il y a Télim aussi, d'accord. Mais on va prendre un sidour normal, avec, à la fin, les parachutes de la Torah. Mais malgré tout, c'est une paracha. C'est pas tout. C'est-à-dire que la sainteté d'une chose va en fonction de la quantité. C'est-à-dire que s'il y a toutes les parachutes du début à la fin, ça a plus de doucha que quand il y a une partie des parachutes. Même pour le schéma, c'est la même chose. C'est pas toute la paracha, pas toute une paracha entière. Il y a une partie, un paragraphe de cette paracha. Donc c'est à moins de Gdusha. Donc un Télim et un Sidour, tu mets le Télim au-dessus. D'accord? Maintenant, la dernière fois j'avais amené l'avis du Aruch HaShulchan qui dit qu'à notre époque, comme c'est imprimé, alors ça va avoir moins de Gdusha. La Gdusha, elle va s'installer en fonction de ton écriture à toi. Tu as pris une feuille, tu as commencé à écrire le livret Torah. Alors, faut savoir qu'à partir du moment où tu as commencé à écrire, voilà, une halakha qu'on vient de dire qu'on n'a pas le droit de se faire bnia. Tu l'as écrit, et tu as ta copine qui t'appelle, elle te donne un numéro de téléphone. Tu dis attends 2 secondes, tu es comme ça au téléphone, tu dis attends 2 secondes, tu n'as pas maintenant d'autres feuilles. Tu veux écrire sur le bas de la feuille, tu as le droit ou pas? Ah non, parce que comme c'était ta chemise Gdusha, par l'écriture, la Gdusha va s'installer sur cette feuille, donc cette feuille devient Gdusha. La feuille devient sainte. Est-ce que si tu le fais sur le recto, sur le verso pardon de la feuille, ça marche ou pas? C'est la feuille qui a la doucha. Hein? C'est la feuille qui a la doucha. Ouais, c'est-à-dire que même les marges de la Gdusha, elles sont aussi imprégnées par la Kedusha. Mais pour le revers, certains vont dire que c'est permis, certains vont dire que c'est interdit. Comme il n'y a pas de Shulchan Aruch au-dessus, donc s'il n'y a pas le choix, ou si c'est au crayon, surtout après tu peux l'effacer. C'est sur le revers, éventuellement, il y a comme laquelle, mais comme vous l'avez dit effectivement Delia, la réponse est juste, c'est toute la feuille qui va recevoir la Gdusha, par ton écriture à toi. L'écriture d'une personne, ça vient instaurer cette sainteté sur toute la feuille, dans son entité. Tandis que l'imprimerie, ça passe par un système électrique, et donc, il n'y a pas de Gdusha d'un juif qui fait l'action. Ah, tu veux dire, mais si, l'imprimeur, Améacharim, c'est tous des juifs avec des barbes, ils font que des gmarottes. Donc nécessairement, c'est des gens Yerushalayim. Eux, lorsqu'ils vont mettre les feuilles sur l'imprimerie, sur la line de l'impression, ils vont avoir la kavana que la Gemara soit écrite, ou que le Chumash, ou que le Tanakh soit écrit sur ces feuilles. Donc a priori, quelle est la différence? Quand il appuie sur le bouton, ça va être la même que Gdusha que quand il va prendre un stylo et qu'il va commencer à écrire. Oui ou non?
Oui ou non? Bah, les Dai. formes, c'est pas pareil. Vous m'entendez ou... Oui ou non? Quand il appuie sur le bouton, ça marche ou pas la C'est Gdoucha? pas le même effort d'écrire. C'est pas le même effort, mais est-ce que j'ai besoin d'un effort ou il suffit d'avoir de la kavana? La Kedusha, comment elle s'installe la Kedusha sur un truc, sur quelque chose? Je dis voilà, ça devient, la Blineder, ça devient un bêta midrash. Donc ça, je l'ai dit, ça s'installe. Cet argent, par exemple, ça m'arrive, une fois j'étais avec le Guide de Mouché, on était à un Ramzor, à un feu rouge, et il y a un monsieur qui vient et qui demande l'argent. Alors, et des fois, il va tout le long tout doucement, ou il est tout au bout. En fait, il va tout doucement, il a peut-être un problème physique, il n'arrive pas à se déplacer, ou bien le temps qu'il va avec toutes les voitures, et ils ont tous été généreux, donc il n'a pas le temps d'arriver à toi. Maintenant, si tu l'attends, tu vas faire un accident, ça, il va avoir des voitures. Non, tu as pris l'argent dans ta main. Ou encore plus, tu as dit, voilà, je vais lui donner à ce pauvre, il fait de la peine, il a l'air riche, je vais l'aider. Et maintenant, tu veux passer, qu'est-ce que tu fais? S'il y a feu vert, tu ne peux pas t'arrêter. Qu'est-ce que tu fais? Quel tzedaka? Moi, je l'avais donné quand même. Tu lui jettes en pleine tête. Qu'est-ce que tu fais? Tu roules, tu viens, attrape, il va se mettre par terre. Hein? Comment on fait? La prochaine fois que tu le vois, tu le redonnes. Mais on va pas le revoir, il est là à Ramzor. Ça dépend si on a nommé qu'on allait lui donner à lui spécifiquement ou si on a juste dit. On a juste dit comme ça en général. Bémet, il y a écrit que Amira, la Gavoa, Zekmonetina, les idiotes. Quand tu veux faire quelque chose de saint, alors la Amira, la parole, elle a le poids d'une action. D'accord? Elle a le poids d'une action. Ça devient maintenant, ça va avoir autant d'incidence qu'une action. Quand tu fais une action, on a dit, tu prends ton stylo, tu écris sur la feuille, alors ça y est, toute la Gdoucha va s'installer. Tu as fait une action, et de cette action, la sainteté va s'insérer sur la feuille. Donc tout va devenir Kadosh. À ce moment-là, ça devient Kadosh, quel que soit après le Yehoud et la manière dont tu veux changer l'utilisation de ces feuilles, c'est trop tard. Tout s'est installé dessus. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Ah mince. J'ai juste mettez les choses silencieuses. Désolé, Myriam, je suis désolé. C'est bien ou pas? Je sais pas. Éteignez-le, c'est ça. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe quand tu viens maintenant, quand tu fais une action, d'accord? Amira, le Gavoa, qui n'est pas les idiotes. Quand tu viens dire quelque chose, tu dis voilà, je vais donner la tzedaka. Tu as juste dit, je vais aller au shiur de Torah, je vais aller au Kotel et je vais aller chez Rachel Imoni. Tu l'as dit, alors ça y est, maintenant ça devient un éder. Ce que tu dis, tu es obligé de t'engager, c'est un engagement. Le fait de le dire va avoir le poids, va avoir maintenant un impact tel que c'est un engagement. Au niveau de la race, ça a été engagé. C'est un éder. C'est pour ça que chaque fois que tu fais une mitzvah, tu dis éder. Les filles qui disent je vais 40 jours au Kotel, je leur dis tout le temps du binaire parce qu'il y a tout le temps il y a une galère au milieu, l'autre elle est tombée malade, l'autre c'était un Shabbat, l'autre sa grand-mère elle est venue, il a commencé à avoir de la neige, il y a toujours un truc, donc je dis binaire parce que c'est beaucoup plus embêtant après d'annuler un engagement de Torah, de Gdoucha, plutôt que de ne pas le faire du tout. D'accord, je dis pas qu'il ne faut pas le faire, il y a des choses qu'il faut faire, tu sens que tu es attiré vers ça, tu sens que tu es fais-le, c'est le moment maintenant pour toi de t'investir dans cette mitzvah. Fais-le. Mais, dis Blineder. Parce que sans dire Blineder, il y a un vrai problème d'Allah. Certains poskim veulent dire si tu fais 3 fois la chose et que tu n'as pas dit Blineder, c'est un engagement. Le Mishnah Moura, il est plus marqué, il dit une seule fois. Tu as fait une chose une fois et tu avais l'intention de le faire. Mais tu n'as pas dit, hein. Tu as juste fait une fois. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'action a beaucoup plus d'impact que la parole. Donc une fois, ça a été engagé. Donc Blineder. Alors, je vais aller à ma collègue Blineder, non, c'est n'importe quoi, tu peux pas faire Blineder, non, je vais aller voir ma copine Blineder, tu comprends Blineder, Blineder quoi, c'est un engagement, c'est comme si tu dis, à l'époque, on avait le bête avec les carottes des Hachem, tu viens amener le korban de la je dis merci Hachem, j'ai enfin trouvé le shidour de ma vie, je vais dire merci Hachem, je vais lui amener un korban Toda. Tu viens, tu vois donc la vache, et tu vas acheter la vache, tu vas, celle-là, elle est pour le korban. Alors là même, si au milieu elle s'est fait écraser, elle s'est cassée la jambe, tu peux rien faire, tu es obligé de le donner, tu peux rien faire avec, tu peux plus la réutiliser. Même si, je sais pas, il était pas saoul, par exemple, ce korban, il avait un moum, il avait un défaut, eh bien, tu peux pas dire, ok, moi j'en prends une autre, la même valeur, elle, je la mets à l'abattoir, et elle, je la mets au Beth Amikdash. Non. Elle est devenue Gdosha. Vous comprenez, la parole, elle a un impact énorme dans la halakha. Et surtout quand tu veux faire une mitzvah, d'avoir chez le Gdusha, Amira, la Gavoa, Kenetina, les idiotes. Amira, la Gavoa, quand tu dis quelque chose à quelque chose de haut, de élevé, c'est-à-dire au niveau hiérarchique, spirituel, eh bien tu vas dire quelque chose, un engagement donc oral pour une mitzvah, va avoir autant de poids que Netina, les idiotes. Quand tu viens donner quelque chose, tu viens faire quelque chose, un acte donc palpable et réalisable, que tu vas faire pour
quelque chose qui n'est pas Kedusha. C'est-à-dire que la Amira, elle a autant de poids qu'une action quand il s'agit d'un engagement. Et donc, à Botaï, eh bien, lorsque tu viens et que tu t'engages à faire quelque chose, faire très attention de dire Biéden. Alors là, voilà, quand il y a, moi ça m'est arrivé souvent, je dis mince, t'as une chance sur 3 de le rater, le monsieur. D'accord, le temps qu'il vienne. Alors si c'est un Syrien en France, d'accord, t'en donnes un, t'envoies 10, c'est comme les gremlins, d'accord, tu lui mets les nudos, tu l'as mis dans toute la voiture, tu mets des égouts. C'est vrai que alors là, tu sais plus, t'as pas. Si on donne, c'est que pour faire Kiddush Hashem. C'est pas une mitzvah de donner un goy. C'est une mitzvah de Kiddush Hashem. Les juifs, c'est des gens bien. Alors une fille, elle n'a peut-être pas besoin, on ne voit pas que vous êtes juif comme ça. Peut-être quand on serait marié avec le kissou et tout, oui, mais extérieurement, on ne voit pas sûrement. Donc vous n'êtes pas, vous ne devez pas donner. D'accord, on n'a pas besoin de donner. Que tu sois à Sarcelles, ou à Bussière, ou à Armentières, enfin je sais pas, dans un endroit où il y a que des juifs, ou à Vinci. Mais si tu es dans un, je sais pas, dans le métro, tu veux donner, si tu as l'air d'un juif, on voit que tu es juif, on voit truc, alors que tu donnes, c'est Mishum Kiddush Hashem. Et Mishum Shalom, le Shalom, c'est que demain, ils vont voir un juif qui va demander chez Mishmar, ils vont aussi lui donner. C'est donnant comme un médecin. Un médecin va dire non, je ne l'aide pas celui-là, parce que demain, il va dire tu ne nous as pas aidé quand on avait besoin, on va laisser maintenant un juif en danger, on va laisser mourir. C'est pour ça que c'est un problème. Alors, vous savez qu'il avait dit, il avait fait chiant chez lui à la maison, il avait dit qu'en Israël, un juif qui apprend le métier de médecin, il a le droit d'exercer Shabbat, bien entendu, donc c'est plus quoi nefesh. Il dit, mais même pour un goy. Il dit, pourquoi? Donc tu vas dans la rue, tu es médecin, tu vois un arabe qui se fait écraser, tu dois aller l'aider. Ah, pourtant, tu vas aller Khalel Shabbat, tu vas lui couper la chemise, tu vas commencer à faire des points de suture, tu vas faire l'histoire de Horaïta. C'est dit, mais pour le Shalom, pour pas que demain, il se passe la même situation dans le sens inverse, ils vont laisser mourir le juif. Donc tu as le droit, pendant Shabbat, de venir. Est-ce qu'on peut être souvenir qu'ils vont avoir la raffinage sur nous? Ouais, bon là, en Israël, à cause du conflit et tout, on est un peu en lachas, mais en général, c'est un être humain, bien sûr qu'on est toujours truc. Et puis si c'est un médecin, il a fait le serment d'Hippocrate, donc en général, il s'est engagé à être un homme bien, un homme droit, un homme humain, un homme humaniste, bref, il a des engagements moraux, c'est pas quelque chose de... Même si on n'est pas sûr, mais une chance sur 100 qui va le sauver, on doit le faire quand même. Pour Pikuar Nefesh, la philosophie de Pikuar Nefesh, c'est le Dochet d'Ashabat. Même si c'est pas immédiat, c'est un chidouche quand même. Pikuar Nefesh, quand tu es une personne maintenant en danger, même une chance sur 100 qu'il est en danger, une chance, tu as le droit de Khalel Shabbat. Vas-y, tu as le mitzvah, l'obligation de Khalel Shabbat. Mais là, il ne s'agit pas d'un danger immédiat, il s'agit que quand je vais sauver moi le gars, si un jour dans l'histoire il y aurait un juif qui serait dans une situation identique et similaire, alors il sera sauvé par un médecin, un goy. C'est très théorique, mais malgré tout, on le permet. Alors je dis dans ce cas-là, arabe, est-ce que. Il a dit, donc on a le droit de commencer à étudier donc, des études de médecine en Israël, en sachant pertinemment que tu vas devoir aller Khalel Shabbat. C'est ça le problème. Quand tu fais médecin, tu sais que tu vas aller Khalel Shabbat. On est d'accord ou pas? Vous avez des parents médecins ici? Pas dentiste, médecin, c'est pas la même chose dans le détail. Parce qu'un dentiste en général, pour sauver la vie de quelqu'un, c'est que vraiment il avait un gros. Donc médecin, il y a un parent médecin ici ou pas? Non, aucun médecin? Alors, franchement, il n'y a aucun médecin, c'est pas possible. Ouais, non, c'est pas possible. Orly, hello Orly. Il n'y a pas un médecin? Franchement. Sabrina Ranan. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nihya bidvaro. Bon, pas de médecin, mais en tout cas, médecin, médecin, il y a plus forte raison quand ils sont stagiaires et qu'ils ont besoin de faire leur stage à l'hôpital pendant 2 ans, nécessairement tu es dans une situation où Shabbat il est mis un petit peu en danger, enfin en question, et donc tu vas devoir travailler pendant Shabbat d'une manière ou d'une autre, même sans le vouloir. Alors il a dit qu'on a le droit quand même d'étudier la médecine, parce que tu vas sauver une vie, et puis c'est une mitzvah de Pikuar Nefesh, donc tu as quand même le droit de rentrer dans ça. Tu aurais pu dire non, je ne peux pas rentrer dans ça. Si ça me vient que je peux sauver quelqu'un, je le fais, mais moi rentrer dans ça, j'ai pas le droit. Je dis non, tu as le droit. Alors, je lui dis dans ce cas-là, arabe, est-ce qu'on a le droit d'étudier la médecine en France? Écoute, là, arrête, parce que là-bas, ici, la majorité des malades ou des patients, c'est des juifs, donc je ne sais plus quoi faire, tu as le droit de rentrer dans ça, mais en France, la majorité c'est des goïms. Est-ce que tu as le droit? Il ne m'a pas répondu. La vérité, bon, je ne vais pas répéter cette réponse en France, parce que sinon c'est embêté. Mais il n'a pas répondu, parce que c'est vrai que c'est pas les mêmes données. Et donc dans ce cas-là, peut-être, une fois de plus, si on le permet, ce sera Mishum Darkei Shalom, mais Darkei Shalom, on l'a dit, c'est juste que si un jour le juif se trouve dans une situation similaire, c'est très théorique. Alors, est-ce qu'on peut les Khalel Shabbat pour ça? Peut-être que. Donc on a dit à Botaï,
Khalel Shabbat, en cas de non, allez, une seconde, tac, 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 post-it. Il n'y a pas de post-it maintenant avec le médecin. Les vaches. Les vaches? Pas les vaches. Pas les vaches. La vache, ah ouais, pardon, le pauvre. Le pauvre. Donc le pauvre, tu te dis, ok, je vais lui donner. Je vous dis une chance sur 1, on parlait des Syriens, c'est pour ça. Des Syriens qui... Donc une chance sur 3, tu vas le rater. Tu vas le rater, le monsieur, le Zandiali. Si tu as pris l'argent, comme a dit Sarah, tu dis, je vais lui donner. C'est fini. Cet argent, il est kadosh dans la bouteille. Tu comprends que quand tu donnes l'argent, tu dis, je vais le donner. Il est devenu kadosh cet argent. C'est quoi kadosh? Arrête mes coups d'échec, les quoi? T'es kdosha, t'as un holo sur la tête, tu vas commencer à t'envoler. On t'a habillé tout blanc, c'est vrai, mais on te compte. Il y a une chanson qui compare la Kala à une colombe. C'est vrai, mais c'est pour la chanson. Elle va pas s'envoler, la femme. C'est quoi kadosh? C'est quoi? Arrête mes coups d'échec. Hein? Réservé. Tu es réservé. Réservé à moi et à personne d'autre. C'est ça, réservé, ça veut dire, je viens maintenant spécifier. Tu m'appartiens spécifiquement à moi et à personne d'autre. Donc de cette manière, c'est là la Gdusha. La Gdusha, c'est qu'on est réservé à Kadosh Baruch Hu, on se donne. On donne notre vie à Hachem spécifiquement à rien d'autre. Alors, là, cet argent, quand tu viens, les Yahed auto, tu viens le spécifier, le Yahed, un Yehoud, un but, un objectif, hein, le Yahed auto, le destiné, tu viens le destiner à la mitzvah, alors ça y est, cet argent devient Kadosh. Donc le même argent, il devient Kadosh. Si tu as dit, c'est pour le pauvre que je vois, je vais lui donner. Je répète, si c'est un juif, si c'est un goy, il n'y a pas de problème. Alors le problème, si maintenant tu roules, eh bien, cet argent, tu ne peux plus rien faire avec. C'est pour ça que tu dois dire, tu te dis une fois dans l'année quand tu dis ok, tout l'argent que j'avais donné en tzedaka, c'est blinéder. Comme ça, si tu attrapes, moi ça m'arrive des fois ils viennent à la synagogue, tous les matins, malheureusement tous les jours on a des gens qui viennent, que Dieu leur envoie la bracha, et ils viennent te demander de l'argent pour un pauvre, pour un malade, pour une personne mariée, tous les jours ils viennent. Alors il vient, et des fois il vient, je le vois venir. Maintenant je ne peux pas aller vers lui parce que je suis en train de faire ma tefila. J'attends qu'il arrive et des fois, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il te slalom, il est plus devant toi, tu le cherches, il est mince. Cette manière, j'étais en train de chercher, il me dit, mais t'es où? Il croyait que je le recherchais pour lui demander la monnaie. Je fais non, je vais juste lui donner l'argent. Et tu ne trouves pas des fois. Alors tu te dis, une fois dans l'année, l'argent que je lui donne à Tzedaka, je lui donne blinéder. Comme ça, si j'attrape la personne et que j'arrive à mon but et que j'arrive à lui donner dans la main, alors c'est bon. La Gdusha que j'avais réservée et que j'avais destinée à cet argent, alors je pourrais effectivement l'accomplir. Mais si tu n'as pas dit blinéder, c'est un véritable problème. Et c'est pour ça que le président avec Rav Genaché, il a dit voilà, j'ai fait cette naï une fois dans l'année, ça suffit. De cette manière, vous pouvez changer l'argent, au moment de changer la destination de cet argent, le but de cet argent, l'objectif, à une autre utilisation, sans problème. Il ne vient pas kadosh. Tant que tu ne l'as pas donné en main, il ne vient pas kadosh. Ah ben non, tu as dit blinéder. C'est pour ça que chaque fois que tu fais une mitzvah, hein, avant de t'engager, dis toujours Bezrat Hashem blinéder, je vais essayer de le faire. J'ai envie de le faire. Des fois, il faut te chauffer. Hein? On peut pas dire un blinéder général. Non, pas sur chaque mitzvah. Sur la tzedaka, tu peux le dire. À chaque fois que je lui donne la tzedaka, tant que c'est pas arrivé dans sa main, je ne destine pas cet argent à la tzedaka. Tant que c'est pas arrivé dans sa main, dans la coupa, à son but final, je ne la considère pas comme étant destinée à la tzedaka. Oui, mais là, si une tzedaka, après aller voir un malade à l'hôpital, après aller chez Rachel Imenu, après au Kotel, après 40 jours, non, ça marche pas. Il faut chaque chose, il faut être. C'est pour ça qu'il faut être vigilant, de ne pas s'engager. S'engager sans savoir si on va ça. Tu peux faire les choses une fois, tu dis je le fais une fois, et demain si j'arrive à faire, je le refais. Ça c'est parfait. Tu n'as pas besoin de dire rien, je le fais maintenant tout de suite. Une fois. Ça marche aussi. D'accord? Simplement faire attention à vos tailles de ne pas s'engager, de faire les choses à long terme. Donc on a parlé de la Gdusha qui s'installe sur la feuille, et donc tu ne peux plus changer l'utilisation de cette feuille à des utilisations Chol. Des utilisations qui sont considérées comme étant non Gdoshot et des utilisations quand on dit Chol. Profane. Profane, on fait attention donc de ne pas changer l'utilisation et la destination de cette feuille. Elle a été destinée pour une chose de Gdusha, donc tu dois la laisser dans la Kedusha. Et donc, Rabotai, on a dit qu'à partir du moment où tu moussifes une Gdusha, tu moussifes un binyan, tu viens constituer, tu viens construire quelque chose, tu viens rajouter quelque chose à un élément, à une construction, ça devient l'interdiction de la Torah. Tant que la construction elle est durable, d'accord, tant que c'est fixé au sol, alors à ce moment-là, c'est considéré comme étant bonnet vesotère deoraita. On avait dit, on avait parlé de ça, on avait dit dans une maison, voilà, c'est ça, on s'est arrêté à ça. Quand tu fais le goumi à la maison et que tu laisses donc le petit l'endroit dans lequel tu viens jeter l'eau, d'accord, le trou dans lequel tu viens avec ton goumi pour jeter l'eau à l'intérieur, on avait dit qu'il faut faire attention comme ça. S'il y a une aiguille, s'il y a une poignée, alors c'est bon. D'accord, c'est fait pour être ouvert et fermé. Si
c'est quelque chose qui est plus large. Vous savez, dans le rond, donc, des fois c'est un peu plus large, c'est refait comme ça, c'est pas fixe. C'est juste posé dessus. Tu peux l'enlever avec ton pied, tu peux l'enlever avec le bout de ton main, de ton doigt, tu peux l'enlever avec le petit doigt comme ça, c'est pas fixe, c'est juste posé dessus. C'est comme un couvercle, il n'y a pas de problème. Tu peux aussi, en Shabbat, l'enlever et le remettre. Si par contre, pour l'enlever, tu es obligé de prendre un couteau. D'accord? Et pour le remettre, tu es obligé de mettre un coup de pied dessus. D'accord? De l'écraser avec ton talon. Là, si tu fais ça pendant Shabbat, tu l'ouvres ou tu le fermes, tu fais Issour Deoraita. Pourquoi? Parce qu'animosif est à karka. Le karka, donc le sol, à cet endroit-là, donc il était ouvert. Et tu viens maintenant l'ouvrir à l'aide donc de tête de. Ça peut être un ustensile, ça peut être un outil, ça peut être même un couteau. Et tu viens donc l'ouvrir avec une certaine vigueur. Et donc tu as maintenant été mossif à la karka, tu as construit quelque chose, tu as rajouté une construction à un sol. Et donc on a essayé de rétablir. On s'est arrêté à ça. J'avais dit que des fois il y en a avec une petite fente à l'intérieur. Tu peux l'attraper avec le bout des doigts. Vous vous rappelez de ça? Alors ça, c'est bon parce que c'est fait pour être ouvert et fermé. Mais sinon, on avait donné l'exemple ici de la porte. On s'est arrêté à ça. De la porte, ok. Il y a, dans le cadre de l'interdiction de Horaïta, de construire, donc là on a parlé de Tosefet Binyan, donc de rajouter un mur, il y a aussi, Rabotai, eh bien, l'interdiction de la Torah d'embonner les sautères, eh bien, c'est l'interdiction d'achever la dernière étape d'une construction. Achever la dernière étape d'une construction, Rabotai, eh bien, ça représente aussi l'interdiction de la Torah. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à l'époque, ils avaient un marteau, ils avaient le sadine, c'était l'enclume, et ils prenaient le marteau, vous savez, le marteau avec la chaleur, comme ça, ils travaillaient avec le fer rouge. Alors le marteau, il se tordait, il devenait rond, il n'avait plus une forme bien géométrique. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il frappait donc la matière chaude, donc le fer notamment qui était chaud, qui était bouillant. Et donc le marteau, il se tordait un petit peu. Alors de temps à autre, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait un coup sur l'enclume, de manière à lui redonner une forme géométrique carrée. Ça, eh bien ça, c'est considéré comme étant la dernière étape d'une construction. Jusqu'à présent, ton marteau n'était pas utilisable parce qu'il était rond, il était tordu, il avait plus perdu sa forme géométrique. Donc il fallait maintenant mettre un coup sur l'enclume. D'accord? Ce coup à botaille, eh bien c'est considéré comme étant la dernière étape d'une construction. Et ça, c'est l'interdiction d'Eoraïta. D'accord? C'est-à-dire que quand maintenant tu viens, par exemple, tu as des briques, d'accord? Tu as un mur comme ça avec des briques, et tu as une brique qui est un peu sortie, qui n'est pas maintenant alignée avec les autres briques, et tu viens maintenant, tu la pousses. Tu viens un marteau et tu mets un coup dedans. Tu prends ta chaussure, je sais pas, tu arrives à faire en sorte que tu viens aplanir maintenant ton mur. Et bien ça, c'est considéré comme étant le coup final. Le coup final, d'accord? Eh bien, ça c'est l'interdiction de la Torah. Ça c'est l'interdiction de Horaïta. Et donc, ce sera aussi Assour, Mishum, Bonnet, Vesoter. Par exemple, on a un marteau. Donc, je sais pas, tu as une noix de coco, tu veux la casser pendant Shabbat. Tu as le droit de prendre un marteau ou pas? Une droite mouxée. Alors, tu as des noix. D'accord? Tu n'as pas l'ustensile, tu n'as pas le casse-noix. Tu veux prendre maintenant un marteau. Tu as le droit ou pas? Alors, le Fia Mishinabura pour les Ashkenazim, c'est interdit. Si tu arrives à trouver un casse-noix, prends un casse-noix. Parce que c'est fait exprès pour ça. Un marteau, normalement, c'est fait pour construire, pour détruire, pour planter un clou, tout ça, c'est sur de Raïta. Donc, tu ne peux pas changer l'utilisation pendant Shabbat. Donc, si tu as un casse-noix, tu es obligé d'utiliser les khatrina. Si tu n'en as pas, tu as le droit de prendre cet ustensile. Cet ustensile est considéré comme étant Kli chez Melarto les Issour, les Tzorer Goufo ou Mekomo. Kli chez Melarto les Issour, donc l'exemple par excellence, c'est le marteau de quelle couleur? Eh bien, maintenant tu viens l'utiliser les Tzorer Goufo ou Mekomo. Donc, je viens pour casser une noix de coco. Alors, à ce moment-là, tu viens, tu l'utilises. Ou bien, tu veux t'asseoir à table. Et quand tu tires la chaise, tu vois que vendredi, tu as laissé ton marteau dessus. Ton marteau, ton tournevis, un ustensile, une vis, et ainsi de suite. Alors, ça s'appelle Kli chez Marteau l'Issour. Donc, le Kli, la Mélacha de cette Kli, c'est Melarto l'Issour. C'est donc réservé à l'utilisation interdite. Les Tzorer Goufo, j'ai envie d'utiliser le gouffre. Le marteau, je vais l'utiliser pour casser une noix. C'est bon, ça marche. Ou mais comment? Bien pour utiliser l'endroit. Donc, il laisse sur ta chaise, tu ne peux pas t'asseoir sans retirer, le déposer autre part. Oui, là, tu aurais le droit. Cliché marteau l'Issour, Tzorer Goufo, mais comment? Qu'est-ce qui se passe si c'est un appareil photo digital et qu'il est sur ta chaise? Tu as le droit maintenant de le prendre et de le poser autre part? Non. Parce que
un appareil digital, c'est fragile, ou une caméra, ou un téléphone qui sont chers, les smartphones, tout ça, ça c'est considéré comme étant Mouktsé Mechamet Resrankis. Mouktsé Mechamet Resrankis, Rabotai, même les Tzorah Gofo, tu n'as pas le droit. Tu peux dire non, mais c'est bon, c'est pour utiliser l'emplacement. Non, tu n'as pas le droit, de toucher, tu laisses sur la chaise, tu prends une autre chaise, tu n'as pas le droit de le déposer. Il y a même des cas dans lesquels tu ne peux même pas pousser la chaise pour le faire tomber. Parce que si tu as posé des khatri là-dessus, il est devenu bassis. Bassis c'est variation, tu ne peux pas le changer pendant le Shabbat. Ça reste bassis, même si il s'est volatilisé, même si quelqu'un est venu prendre il a pris le portable, un gars il est venu, il a pris le portable, ou un enfant il a joué avec, tu ne peux même plus utiliser la chaise. La chaise, à l'entrée de Shabbat, elle était considérée comme étant bassis et d'avaration. Bassis c'est donc un socle, une base sur laquelle est déposé un ustensile interdit. Donc s'il s'agit un Mouktsé Mechamet Resrankis, donc de haute valeur, de grande valeur, ou en tout cas, c'est pas une valeur financière, mais c'est que tu fais attention à ne pas l'utiliser pour une autre utilisation pour lequel il est réservé, alors dans ce cas-là, tu n'as plus le droit de le toucher en aucun cas. Mais si c'est un marteau, ou un tournevis, ou tout cliché martelisson, tu as le droit de lui changer d'utilisation pendant Shabbat. Pour les Ashkenazim, c'est seulement si tu n'as pas de casse-noix. Pour les Sfaradim, même si tu as un casse-noix, tu préfères prendre ton marteau, c'est plus facile, il est à côté de toi, il est plus solide, et ainsi de suite. Il n'y a pas de problème, tu as le droit de l'utiliser. Donc on a le droit pendant Shabbat en bétail, sous certaines conditions, d'utiliser un marteau. Mais maintenant, quand tu prends le marteau, tu vois que le morceau en fer, il est un peu refait, il n'est pas fixé totalement. Alors tu désires prendre un cure-dent et l'insérer à l'intérieur, c'est dans l'espace entre le manche et entre le morceau en fer. D'accord? Tu veux l'insérer à l'intérieur, n'est-ce pas? Vous avez vu comment? Vous comprenez ce que je veux dire? Tu viens le caler. Tu viens caler ton marteau pour qu'il soit plus solide. Tu as le droit de faire ça pendant le Shabbat. C'est quoi l'interdiction? Fini la dernière. C'est le coup final. C'est l'interdiction d'Eoraïta. Ça, c'est l'interdiction d'Eoraïta. D'Eoraïta, parce qu'en insérant cette fine baguette, tu vas maintenant rendre l'utilisation de ce marteau possible. Donc ça s'appelle Metaken Mana. D'accord? Metaken Mana, c'est un issour d'Eoraïta. Metaken Mana, comme je viens de dire, c'est le fait de donner le coup final ou de rendre un ustensile qui n'était pas utilisable, de le rendre utilisable à ce moment-là. Tu fais un issour d'Eoraïta de Metaken Mana. Bien que ce ne soit pas un binyan, jusqu'à présent on a parlé d'une construction sur un bâtiment, sur un mur, sur quelque chose qui est fixé au sol, c'est la même chose. Pour un ustensile, quand tu viens faire le Metaken Mana, ça devient issour d'Eoraïta. Quand tu viens retirer la couture finale que le tailleur il fait lorsqu'il va finir, il va achever la conception d'un costume, il te laisse comme ça un fil pour montrer qu'il est tout neuf, que personne n'a utilisé un fil comme ça entre les deux parties de ton costume. Vous savez, des fois ici c'est chez les hommes, je ne sais pas si c'est comme ça chez les femmes, mais regardez sur le côté, vous voyez là, c'est cousu ici. D'accord? Il n'y a pas ça chez les femmes, il n'y a pas de... Oui, ici des fois, mais bon, vous n'avez pas ça non plus. Dans les fonds des jupes, il y a ça? Alors voilà, si comme ça, si c'était un tailleur qui l'a fait, donc c'est fait à la main, et qu'il a fait donc cette couture avec le même fil avec lequel il a cousu l'ustensile ou l'habit, alors le fait de le déchirer, de l'ouvrir, c'est rien, tu as juste enlevé un point de couture, c'est rien. Mais tu as fait issour d'Eoraïta. Pourquoi? Parce que ça va constituer l'utilisation, c'est bien maintenant prouvé que ton ustensile est utilisable. Et donc ça devient issour d'Eoraïta. À l'autre époque c'est différent. Pourquoi? Parce que c'est des machines qui le font. Et en général on met, à l'extrémité de l'habit, on met oui effectivement une croix comme ça pour prouver qu'il est neuf, mais c'est une autre couleur. C'est-à-dire qu'il n'a pas été construit et cousu de cette manière. C'est à la fin, une fois qu'ils ont fini l'ustensile, donc il est déjà utilisable. Après ça, ils vont te rajouter un coup de couture. Alors là, il n'y a pas de problème. Là, tu peux, pendant Shabbat, venir le déchirer. Une fois, je déchire avant de Cheliaou. Ça serait comme l'étiquette, alors c'est rajouté. Ouais, Khazak, il fait bravo. Une fois, je déchire avant de Cheliaou. Il y avait un enfant qui est venu comme ça. Il y a que son talit, c'est un petit enfant comme ça, je sais pas qui, enfin, un peu pas qui âge. Et il est va sur Rav Cheliaou pour lui dire Shabbat Shalom. Il dit ah voilà, j'ai un nouveau talit et il y a l'étiquette. Et t'as l'étiquette et t'as le truc en plastique là, tu sais. Il dit est-ce que je peux l'enlever pendant Shabbat? Alors le Rav il a répondu, il lui a dit Zemoutar, c'est permis, avec Alacha ve'en morinken. Ça, c'est quoi cette notion? Je ne vous ai pas sorti ça, depuis au moins 4 ans je ne l'ai pas sorti. Alacha ve'en morinken, c'est une vraie embrouille. C'est quoi? C'est que c'est une Alacha mais il ne faut pas le dire. Parce que si tu le dis, les gens ils vont mal le comprendre, ils vont faire une mauvaise interprétation de cette notion. Il y a des gens qui sont à Maharatzot qui ne comprennent pas, qui n'ont pas les notions, qui n'ont pas grandi dedans, qui n'ont pas de parents irréchés, donc ils vont voir que toi tu le fais, tu es une fille religieuse, ils vont dire bah, si elle le fait, c'est que c'est permis. Ils vont le faire, ils vont l'appliquer, c'est pas Maritain, c'est pas Maritain.
ils vont l'appliquer dans des situations qui sont totalement interdites. Halacha ve'en morinken, c'est une notion qui existe dans la halacha. C'est une halacha, mais il ne faut pas enseigner morin leorot. Il ne faut pas l'enseigner, parce que si tu l'enseignes, les gens vont se tromper. Alors là, il lui a dit comme ça. Il a dit, mon fils, c'est permis, mais halacha ve'en morinken, demande à ton père qu'est-ce que ça veut dire. Bon, maintenant, un papa, l'enfant il avait 10 ans, le papa pendant une demi-heure, c'est compliqué à dire à un enfant, c'est permis ou c'est pas l'enfant, c'est ou tout blanc ou tout noir. Il n'y a pas de gris chez les enfants, c'est ou blanc, c'est permis, ou c'est noir, c'est interdit, mais c'est dur de dire non, c'est permis, mais c'est... Bref, en tout cas, la notion elle est là, que quand tu viens, que tu enlèves l'étiquette, alors, si l'étiquette, il a été fait, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le tailleur, qui vient maintenant, lorsqu'il vient coudre cet ustensile ou ce vêtement, il vient maintenant, lors de la conception du costume, il vient maintenant finir, d'accord, avec le fil qui lui reste, qu'il est en train de coudre, il vient maintenant finir la conception de ce vêtement. Alors le fait de le déchirer, ça devient métaken, pourquoi? Parce qu'en l'ouvrant, en le déchirant, tu viens rendre utilisable ce costume. Avant, je ne pouvais pas le mettre. Il est fermé ici, je ne peux pas l'ouvrir. Enfin, dans les chemises, il y a un truc ici, tu ne peux pas l'ouvrir. Mais si maintenant il a déjà été fini à l'usine, et qu'après, pour prouver qu'il est neuf, on vient et qu'on rajoute un fil extérieur qui n'a rien à voir avec la conception même de ce costume, de cet ustensile ou de cette jupe ou de cette chemise, là, il n'y a aucun problème. Tu peux le déchirer, juste pas le faire devant les gens, parce qu'après, ils vont faire de mauvaises interprétations, et ils vont faire ce genre d'action dans des contextes qui sont absolument intéressants. C'est clair, Rotaille? Donc on a le droit de retirer une étiquette. Vous savez, les chaussettes, vous n'avez pas ça non plus. Mais quand on dort le soir, on dort avec des chaussettes. Donc tu viens, tu déchires. Là, il n'y a pas de problème. Des fois, il y a des trucs comme ça aussi en fer au-dessus. Vous avez vu ça? Un truc comme ça en fer qui attrape. Ça, c'est pas un problème. Ouais, c'est pas... Non, on aurait pu dire c'est un problème parce que... On aurait le droit de tirer, d'enlever le fil, mais pas d'enlever une étiquette. Si, même l'étiquette. Vous avez dit qu'on ne le fait pas. Non, vous le faites, mais il faut pas... J'ai dit à la Raven Norinken, on le fait, c'est pas vous. J'ai dit à Marathon, des gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas grandi dedans, qui ne savent pas faire les distinctions et les nuances, c'est très nuancé comme truc. Alors, ils vont mal l'interpréter, ils vont mal le faire. Mais vous, bien sûr, vous pouvez le faire. Donc, vous voulez enlever l'étiquette, pourquoi pas? Des fois, je vois des filles, elles ont acheté à Zara, elles sont avec les... Est-ce que ça fait porter ça? Non, c'est pas porté parce que c'est attaché au... C'est comme dans un... Non, il n'y a pas... Souvent dans les costumes ou dans une chemise, vous savez, en bas de la chemise, on a des boutons en plus. Ouais. Là, il n'y a pas de problème, c'est pas porté, c'est accroché. Tant que c'est accroché, c'est tafel. C'est Icar, mais tafel. C'est quoi le Icar? C'est l'habit. Les boutons en plus, c'est tafel. Il n'y a pas de problème, tout ça, ça fait Avec pas. un plastique dans un... Non, alors quand c'est dans un plastique, ça c'est Icar et Icar. C'est une petite pochette que j'ai mis à l'intérieur. Tu peux pas sortir avec ça dans le shooter. Non, il est accroché de base. Ouais, mais c'est malgré tout, c'est un Icar en soi-même. Là, tout à l'heure, je vous disais dans le cas où il est cousu de l'intérieur. Alors là, c'est Icar et tafel, totalement. Donc là, le Icar, tu regardes l'habit. Mais là, quand il est dans une petite pochette, dans un petit plastique comme ça, comme celui-ci, là, je me demande pourquoi je l'ai pris celui-là ce matin. Je me dis, mince, qu'est-ce que je fais avec ça dans ma poche? J'ai enfin compris. Donc, il y a souvent des boutons dedans. Là, tu n'as pas le droit de le prendre. Parce que là, c'est un Icar en soi-même. La preuve, c'est que je l'ai mis dans une pochette séparément. Ah, même s'il est accroché là, il est Icar et Icar. Tu n'as pas le droit de sortir avec ça dans le shooter. Il faut l'enlever. Tu l'arraches, comment ça va? Tu peux l'arracher. Il n'y a pas de problème. Ok, Rabotai? Donc, on a dit. On a compris dans quel cas c'est Metaken Mana d'enlever la couture et dans quel cas c'est permis? Oui. C'est clair pour tout le monde en Rabotai? Ne vous trompez pas. C'est clair pour tout le monde ou je le répète? Odélia, traduisez-moi ce que je viens de dire en français. Je n'ai pas très bien compris. Ah, oula. Quand est-ce que c'est votre prochain Mifran? De quoi? C'est bien, c'est que c'est pour... On va la refaire, c'est bon. C'est que c'est pour bientôt. Donc, on a dit comme ça. Qu'à partir du moment où un tailleur, d'accord, il vient achever la conception d'un costume. Donc il va, avec le même fil avec lequel il a cousu le costume, la chemise ou le pull, avec ce même fil, il va continuer à l'extrémité pour prouver qu'il est neuf, qu'il n'a pas été utilisé par une tierce personne. Donc je sais pas, dans ce cas-là, je veux dire, il l'aurait mis là au milieu, avec le même fil avec lequel il a construit, il a fini la conception de il a cousu, et bien il va maintenant le fermer. Donc maintenant pendant Shabbat, je viens et je l'ouvre, ça c'est sur d'oreille. Pourquoi? Parce que l'ustensile n'a jamais été considéré comme tel, n'a jamais été utilisable avant que je le déchire. Donc le fait de le déchirer et de couper, c'est un point de couture, c'est rien. Mais malgré tout, le fait de faire cette action va rendre utilisable ce costume, qui était jusqu'à présent n'était pas encore utilisable. Oui ou non? Il n'a jamais été encore constitué comme tel. Il n'a jamais été utilisable, ce costume. La preuve, c'est qu'il était encore dans les mains de l'artisan et du couturier. N'est-ce pas?
Mais quand tu fais ça dans une usine, donc c'est pour ça, c'est pas très courant ce que je vous dis, parce qu'à moins que tu fasses un truc sur mesure, fait à la main, alors ouais, il y a ce problème. Et ils m'ont dit, les gens qui ont fait ça, ils m'ont dit, ouais, et à la fin, ils nous mettent exprès pour nous montrer que c'est vraiment fait à mesure et que personne ne l'a mis avant. Alors, si maintenant c'est fait à l'usine, donc ça a déjà été constitué, c'est fini, et qu'après, à l'usine, ils ont rajouté des coutures extérieures pour prouver qu'il est neuf, là, il n'y a pas de problème, parce que ça y est, à l'usine, il était déjà considéré comme étant un ustensile comme tel, il était déjà utilisable, même s'il n'a pas été utilisé, il était déjà utilisable. Donc c'est pas metaken mana, je répète, metaken mana, c'est quand tu viens et que tu rends utilisable un ustensile qui n'était pas utilisable. Quand c'est passé de la situation de inutilisable à utilisable. Chaque fois, je vous ramène cet exemple des lunettes, n'est-ce pas? Vous vous rappelez tous de l'exemple? Tout le monde en parle à la bataille, pas? Rachel, vous vous rappelez de l'exemple des lunettes? Vous connaissez, vous, quand il y a un truc qui se casse dans la lunette? Qu'est-ce qui se passe en Bretagne quand la branche elle est tombée et que pendant Shabbat je mets le... Non, pas la vis, c'est sûr que c'est interdit. Parce qu'il y a un pli. Non, ça c'est les coups là-bas, c'est interdit. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, tu veux mettre un cure-dent. Moi j'ai déjà vu quelqu'un qui a mis un fil à l'intérieur. Il a mis un fil comme ça, je sais pas comment il a réussi à arranger. Et il a mis à l'intérieur comme ça, et voilà, après c'était utilisable. Ou bien j'ai déjà vu quelqu'un qui met un mouchoir, il a pris un mouchoir, il a enfiloché comme ça, il a fait comme ça, d'accord? C'est devenu c'est très précaire comme truc, mais ça suffit à moins que tu fasses, je sais pas, un combat de boxe, mais je veux dire, en général, les lunettes, une fois qu'elles sont sur tes yeux, tu les enlèves pas. Elles bougent pas, ça c'est pas ça bouge pas en général. Donc même de mettre un petit papier comme ça qui est enfiloché, qui a une sorte de forme, ça suffit pour que ce soit utilisable. C'est utilisable grâce à ce petit papier, ce petit fil, ce petit cure-dent, n'importe quoi. Tu insères n'importe quoi dedans qui est très fin, ça suffit pour tenir. Alors de faire ça pendant le Shabbat, c'est de Horaïta. Mais attends, j'ai mis un morceau, c'est rien. Il y avait un cure-dent qui est... On a le droit d'utiliser un cure-dent pendant le Shabbat si tu ne saignes pas. Et il s'est cassé, il est là, tu as la moitié, tu veux le mettre à l'intérieur. Donc il n'y a pas de problème. Mais si, tu as fait l'histoire de Horaïta, de Metaken Mana. Metaken Mana à Botaï, c'est donc considéré comme étant achevé la conception d'un ustensile. C'est pareil que Makeh Batish. Exactement. Ouais, exactement, c'est Makeh Batish. Makeh Batish et Metaken Mana. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec l'enclume, c'était ça. Ça, c'était Makeh Batish. Comme c'est pas courant à notre époque, alors l'application technique, c'est ça. C'est Metaken Mana. Tu viens, tu rends utilisable cette branche de lunette qui n'était pas utilisable avant ça. Juste histoire de la couture, des manteaux, des pants et tout, est-ce qu'on est obligé d'avoir une couture de couleurs différentes ou si c'est la même couture, on est sommaire que ça a été fait à l'usine Ouais, non, de toute façon, à notre époque, c'est fait en Chine, c'est fait dans des usines. Oui, c'est assez rare. Parce que le cas que je viens de dire de Horaïta pour une couture, déchirer une couture, c'est pas très très courant. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit vraiment ou fait sur mesure, ou fait à la main, ou fait quelque chose de spécial. Mais ça peut arriver. Ouais, si une grand-mère, elle t'a fait, je sais pas, une écharpe, un truc comme ça, ou je ne sais quoi, ou des coins comme ça, mais c'est peut-être assez artisanal. De ce cas-là, ce serait interdit. Et la frachat Khala pendant Shabbat, c'est à cause de ça, du coup, que c'est. Afrachat Chala, pendant Shabbat, c'est qu'avant ça, ce n'était pas consommable. Et grâce au fait de prélever une partie de la Chala, tu vas le rendre utilisable. Donc c'est effectivement, c'est Metakana. Mais en Chutz La'aretz, comme ce qu'on fait en Chutz La'aretz, toutes les mitzvot qu'on fait en Chutz La'aretz, c'est juste pour s'habituer quand on est en Eretz Israël. Mais selon la halakha, c'est pas comme ça pour Hashem. Par contre, dans les mitzvot Atuluyot Ba'aretz, les mitzvot qui dépendent de la terre, et la plus forte raison, pour la Chala, quand on le fait en Chutz La'aretz, en cas de doute, en Chutz La'aretz, on est maquet. Et donc, c'est beaucoup plus léger. Donc, en Chutz La'aretz, tu te rappelles à l'entrée de Shabbat, tu es en train de partir de la synagogue, tu te rappelles que tu as oublié de faire la Frachat Chala. Dans ta tête, tu dis, ok, alors une partie de la pâte, dans ta tête, tu le fais, tu n'es pas à la maison. Dans ta tête, tu dis, voilà, une partie de la pâte, je la réserve à la Chala, et l'autre partie, ce sera consommable, ça devient kasher. Juste avec une partie de la tête. On dépend de la bouteille, la force que ça a, la pensée d'un juif et son imagination. Ça va très loin. Motzei Shabbat, on enlève, sans bracha. Parce que ça a déjà été prélevé dans ta tête, ça suffit. En Israël, ça ne marche pas, c'est en gros, ça ne marche pas. Soit tu l'enlèves, soit tu ne l'enlèves pas. Mais en gros, ça marche. Donc on a dit, et effectivement, comme on a dit au début, c'est Mishum Metaken Mana. Avant ça, ta pâte n'était pas utilisable, ton pain, et maintenant il est consommable. Donc une fois de plus, c'est faire passer la situation de inutilisable à utilisable, ça devient une sorte de Horaïta pendant Shabbat. Un autre exemple de Metaken Mana, le Rav Ben Siana Bashaoul, il a un exemple, il y a une femme qui a une perruque. Elle a une perruque, et elle s'est trompée. Elle a mis, vous ne savez pas, son enfant, sa fille, elle est venue, elle a voulu faire une surprise, elle a tout mis, ce qu'il y avait sur le lit, elle a tout mis dans la machine à laver, avec la perruque.
en plein chalet, mais là où ma perruque, elle peut pas sortir en arrière, elle a une coupe Jackson 5, elle peut pas, même le kissou il tient pas tellement. Elle dit comment je vais faire pour sortir. Mais Kitsu, ils se rendent compte qu'elle est dans la machine à laver. Bon. Elle la sort, et ben la machine à laver, la coupe, d'accord, ça va dans tous les sens. Bien, viens Rav Ben Sion, il dit si ta perruque, elle est tellement désordonnée que tu peux pas sortir avec un Rishut Arabim, eh bien le fait de l'ordonner, ou le fait de la coiffer, la plus forte raison de la coiffer, c'est Metaken Mana. C'est Metaken Mana Routel. Là-bas, il donne l'exemple, il dit pourquoi. Il dit parce que le fait de se coiffer un être humain avec ses véritables cheveux, c'est un sourd de quoi? De tolèche pendant, je sais pas, le fait d'arracher. Et comme Adam et Sassadé, comme un homme est comparé à l'arbre des champs, de la même manière que d'arracher un fruit, ou une feuille, ou une branche d'un arbre, c'est sourd de Raïta. Et de même, pendant Shabbat, de se coiffer, si tu sais personnellement que tu vas perdre tes cheveux. Tu vas dire, mais non, moi je prends des capsules anticapillaires, elles sont super. Alors, ça, c'est pour te donner bonne conscience. Ça marche dans les rêves de monsieur Pharmacie, ouais, ça marche très bien. Mais dans la réalité, toujours à vos tailles, toujours, quand on se coiffe, on perd des cheveux. Toujours, même un, deux, beaucoup plus, je vous dis un, deux pour vous encourager. D'accord, mais t'en perds beaucoup, beaucoup plus. D'accord, la preuve, c'est Gonen, toutes les quelques semaines, il a besoin de retirer, de partir dans les fouilles d'accord, du Vatican pour aller chercher les trésors. Donc à la fin, à vos tailles, tu as arraché des cheveux. Tu as arraché des cheveux, d'accord. Le fait, je répète, d'arracher, si tu arraches consciemment, tu as un cheveu, bah, il part à l'ouest. Tu te déranges, tu fais comme ça, tu mets de l'eau, tu mets des trucs, ça part. Et tu veux l'arracher, ça c'est sur de Raïta. Pourquoi? Tu tolèches, tu vas arracher consciemment, ça c'est sur de Raïta. Quand tu viens te coiffer, et que toi, tu n'as pas envie d'arracher réellement, tu n'as pas envie d'arracher, tu as envie d'ordonner tes cheveux, alors le fait de se coiffer, c'est pas de Horaïda, c'est de Rabban, c'est quand même interdit. Par contre, avec les mains, si tu le fais délicatement, tu as le droit pendant le Shabbat de te coiffer, d'accord, délicatement, sans arracher les cheveux. C'est permis. Donc, le Rav Ben Sion, il dit, toute la tradition, c'est quoi? Tolèche, le Davar Mechoubar. Parce que l'homme, il est comparé à l'arbre. Selon ça, est-ce que j'ai le droit pendant le Shabbat de coiffer ma perruque ou non? Bah oui. Mais c'est pas l'homme, c'est pas la perruque, c'est pas la tête. Alors Michoum, pour l'interdiction d'arracher, il n'y a pas de problème, parce que c'est pas un homme, c'est pas un être humain, c'est pas comparé à un arbre, donc il n'y a pas de problème. Mais il te dit que c'est vrai que c'est permis. Michoum Tolèche, mais il y a un problème, Michoum Metaken Mana. Donc je répète, si tu as une perruque qui n'est pas métable, si c'est juste un petit peu comme ça, un petit coup, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant elle est tellement désordonnée que tu ne peux pas la mettre à moins de la coiffer, ou même si tu le fais avec les mains, il dit Metaken Mana. Pourquoi? Parce que tu dis, cette perruque, tu vas la faire passer d'une situation de non utilisable à utilisable. C'est le transfert de cette situation qui va représenter la transaction de Metaken Mana. Vous êtes d'accord avec ça, Rotek, tout à l'heure ou pas? C'est un chidouche. Pourquoi on n'est pas d'accord? Parce qu'en réalité, c'est comme si tu me dis, j'ai écrit dans mon livre, j'ai dit, c'est comme si tu dis que quand tu enlèves ta veste, vous voyez, quand j'ai enlevé la veste, tu as toujours le manque de peau, tu as des trucs qui rentrent à l'intérieur. Ça vous arrive ça ou pas? Donc quand c'est serré, je sais pas quand c'est large, mais quand c'est serré, quand tu enlèves une veste, qu'est-ce qui se passe? Tu as la manche qui rentre à l'intérieur. Ouais. Tu peux sortir dans la rue comme ça avec ou pas? Non. Ça n'a aucun rapport. Quoi, c'est aucun rapport? Ça range sur nous. La perruque, ça veut dire c'est comme un. C'est comme tes cheveux. Non, c'est quelque chose à part. C'est comme un objet. Enfin, je sais pas. Ah non, dites-moi, parce que moi j'ai posé une question, j'ai pas eu de réponse. Dites-moi si. Non, sur la perruque, elle peut mettre autre chose. Ça veut dire c'est pas quelque chose qui est. Ça va être indispensable. On va mettre la veste, on va pas rester avec la manche coincée dans le truc toute seule du Shabbat parce qu'on a une veste. La perruque, bah, elle va mettre autre chose, tant pis. Mais attends, je vous dis, il y a des femmes, c'est soit la perruque, soit je sors pas. Ouais. Donc voilà, cette femme-là, je sais pas, on est pendant chez Abrahot, c'est soit elle met sa perruque, soit ça fait 3 mois qu'elle est partie acheter sa perruque et manque de bol, elle a laissé dans la boîte, elle est sortie en pétard. Non, c'est soit je la range, soit je sors pas. Bon voilà, dans ce cas-là, alors donc ça marche ou pas? Ça ressemble à la manche ou pas? Mais dites-moi. Alors oui, mais c'est permis ou c'est interdit? C'est la question. Non, parce que le Rav Ben Sion, pour lui, c'est moi qui ai posé la question sur Rav Ben Sion, j'ai pas compris quelle est. Si on a la veste, par exemple, bien sûr qu'on peut la remettre. La veste, pourquoi ça serait permis de la remettre? Parce qu'on la remet, Et donc? Non, mais je répète, on l'a dit, le transfert d'une situation d'une utilisable à utilisable, c'est ça, Metaken Mana, d'accord? Donc la veste avec la chemise à l'intérieur, avec la manche à l'intérieur, c'est utilisable ou pas comme ça? Non, les chaussures, les lacets, on Bah oui, du coup, la perruque, on peut. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fin, c'est pour ça que je suis d'accord avec vous, j'ai pas compris, elle est où la limite? Là, je dis,
quand tu as ta branche de lunettes, c'est soit je mets le papier à l'intérieur, d'accord? Soit je le rentre à l'intérieur et je l'insère et c'est utilisable, soit je ne peux pas la mettre. Ou bien tu les mets, ça va être tordu comme ça, tu ne peux pas la mettre, c'est pas considéré comme étant utilisable. C'est-à-dire? C'est comme la lunette. Pourquoi? On peut sortir avec une lunette, on va dire par exemple une branche et Mais nous, la Non, il faut que ce soit utilisable, ça. Il ne faut pas que ce soit un coup en cas de guerre pour tirer sur mon ennemi, un cas normal. Est-ce que je sors avec ça en général? On a la honte, je préfère sortir sans lunettes. Si jamais c'est pas on va pas sortir avec dans l'âme. Dans quel cas? Bah dans les cas des lunettes. Voilà, on va pas les mettre du tout. Ok. C'est pour ça que c'est d'oraita. Ça, je suis d'accord, c'est La d'oraita. perruque aussi, dans le cas de si elle a pas réparé, elle va pas la mettre du tout.